Août 2007. Sur une plage déserte de Port-Blanc, en Bretagne, là où le ciel et la mer se confondent dans une palette infinie de gris, un objet solitaire gisait, à moitié enseveli dans le sable humide. Était une vieille bouteille en verre, érodée par le sel et le temps, son col scellé par un bouchon de liège usé, que les marées avaient poli à lui donner l'aspect d'un os blanchi. Le soleil était, timide, perçait à travers les nuages, faisant scintiller sa surface verdâtre, comme une promesse fragile, ou un avertissement silencieux. Elle semblait avoir attendu là, patiente, pendant des années, un réceptacle de secrets que l'océan, dans un soupir, avait finalement décidé de rendre à la terre. Pour quiconque l'aurait aperçue, elle était qu'un détritus, mais pour l'unique silhouette qui arpentait la grève, elle était sur le point de devenir l'épicentre d'un séisme. Cette silhouette était celle de Léo Duval, un jeune homme de 21 ans, dont le visage portait encore les traces d'une adolescence volée. Il ne marchait pas sur cette plage par hasard. Était son pèlerinage, un rituel douloureux accompli chaque année à la même période. Ses épaules étaient légèrement voûtées, non pas par le poids de son travail sur les quais, mais par celui, bien plus lourd, d'un deuil qui refusait de cicatriser. Ses yeux, d'un bleu profond comme l'Atlantique en hiver, scrutaient l'horizon, cherchant une réponse que les vagues n'avaient jamais offerte. Il avait 10 ans lorsque la mer lui avait pris son père, et depuis, chaque ressac, chaque cri de mouette, chaque odeur d'iode et de goémon, était un rappel constant de ce vide béant. Ce jour-là, il ne cherchait rien de précis, seulement le fantôme d'une présence, la paix illusoire que lui procurait ce lieu maudit. Son regard fut soudainement attiré par un éclat inhabituel près d'une touffe d'algues sombres. Ce n'était pas le scintillement d'un coquillage ou le reflet d'un morceau de plastique. Était différent. Une sorte de magnétisme morbide le poussa à s'approcher, ses pas se faisant plus lents, presque hésitants, comme s'il sentait que cet instant allait briser la monotonie de sa souffrance. Le vent frais soulevait ses cheveux bruns tandis que le bruit des vagues semblait s'estomper, laissant place à un silence intérieur assourdissant. Il se pencha, le cœur battant à un rythme étrange, un mélange d'appréhension et d'une curiosité qu'il croyait éteinte depuis longtemps. La bouteille était là, prisonnière du sable, comme une épave miniature échouée après un long et terrible voyage à travers les abysses du temps. Avec des doigts tremblants, Léo dégagea l'objet. Le verre était froid, rugueux, presque vivant sous sa paume. Il le retourna délicatement, et c'est alors qu'il le vit. À l'intérieur, flottant dans un fond d'eau saumâtre, un morceau de papier jauni, roulé sur lui-même comme un parchemin antique. Une onde de choc le parcourut. Ce n'était pas un simple message jeté à la mer par un touriste. L'apparence de la bouteille, son état de délabrement avancé, tout criait son ancienneté. Une question insensée, impossible, commença à germer dans son esprit. Et si ce fragment de papier avait un lien avec cette nuit, cette tempête, ce père disparu dont il ne restait qu'un nom gravé sur une stèle face à l'océan? La possibilité était si infime, si absurde, qu'elle en devenait vertigineuse. 11 ans plus tôt, nuit du 12 octobre 1996, Port-Blanc était assiégé par une force que même les plus vieux marins ne se souvenaient pas avoir affrontée. Ce n'était pas une simple tempête, était une furie. Le vent hurlait comme une meute de loups affamés, arrachant les ardoises des toits et faisant plier les arbres jusqu'au sol. La pluie, drue et glaciale, se transformait en projectiles, fouettant les visages et rendant toute visibilité quasi nulle, au-delà de quelques mètres. En mer, était l'apocalypse. Des vagues monstrueuses, hautes comme des immeubles de plusieurs étages, se formaient et écrasaient dans un fracas assourdissant, transformant la surface de l'océan en un chaos bouillonnant d'écume et de ténèbres. Les alertes météo avaient été sans équivoque, ordonnant à toutes les embarcations de rester au port. Pourtant, un bateau avait bravé l'interdit. Étoile filante, le chalutier de Jean-Pierre Duval, un homme respecté, un marin expérimenté, qui pour une raison que personne ne comprendrait jamais, avait décidé de prendre la mer ce soir-là. On l'imaginait luttant contre les éléments déchaînés, seul dans sa cabine, secoué par la houle démentielle, tandis que les vagues s'abattaient sur le pont avec la violence de coups de bélier. L'enquête officielle conclurait plus tard à un accident tragique, une imprudence fatale, face à une tempête d'une violence inouïe. Un homme contre la nature, un combat perdu d'avance. La version était simple, logique, et permettait à la petite communauté de pêcheurs de refermer la plaie sur un drame terrible mais compréhensible. La mer donne, la mer prend. Était la loi immuable de Port-Blanc,
Les jours qui suivirent la tempête furent un cauchemar éveillé pour la communauté. Les recherches s'organisèrent, vaines et désespérées. Les bateaux sortaient dès que la mer daignait se calmer un peu, scrutant les flots grisâtres dans l'espoir infime de retrouver un survivant. Mais l'océan ne rendit que des débris. Des morceaux de coque, une bouée de sauvetage portant le nom du bateau, des filets déchirés. Et c'est sur cette même plage, celle où Léo se tenait maintenant, que les plus gros fragments de L, étoile filante, S, étaient échoués, comme les os d'une créature marine vaincue. Pour le petit Léo de 10 ans, ces restes étaient la preuve tangible et brutale que son père ne reviendrait jamais. La fin de l'espoir, le début d'une vie construite sur une absence. De retour en 2007, la bouteille dans sa main, Léo sentait le poids de ses 11 années s'abattre sur lui. Cet objet N était pas qu'un simple débris, C était une anomalie, une dissonance dans la partition funèbre qu'il connaissait par cœur. Le récit officiel était parfait dans sa simplicité tragique. Il n'y avait pas de place pour un message, pour un ultime geste défiant la mort et le temps. Son cœur battait la chamade, une angoisse nouvelle se mêlant à son chagrin chronique. Devait-il l'ouvrir? Rouvrir cette blessure qu'il avait mis plus d'une décennie à recouvrir d'une fine couche de résignation? La peur de ne rien y trouver de pertinent, ou pire, de raviver une douleur insupportable, le paralysait. Mais l'autre peur, celle de passer à côté de l'unique vérité que son père aurait pu lui léguer, était encore plus forte. Avec une précaution infinie, usant de la pointe d'un coquillage brisé, il parvint à déceler le bouchon de liège qui se désagrégea en partie. Une odeur d'air confiné et de papier humide s'en échappa, une bouffée d'un autre temps. Il inclina la bouteille et fit glisser le rouleau de papier dans sa paume. Le papier était fragile, presque translucide par endroits, l'encre bleue avait pâli, délavée par l'humidité. Ses doigts, maladroits, à cause de l'émotion, le déroulèrent lentement, révélant une écriture hâtive, presque illisible, celle d'un homme luttant contre le temps ou la mort. Il n'y avait que quelques mots, des fragments arrachés au chaos, mais ils frappèrent Léo avec la force d'un coup de poing, en plein cœur. Bernard, trahison, cargaison, pardonne-moi Léo. Le souffle de Léo se coupa net, comme si une main glacée venait de lui serrer la poitrine et refusait de lâcher prise. Les mots, tracés à l'encre bleue pâlie, semblaient brûler le papier jauni, s'imprimant directement sur sa rétine avec une clarté terrifiante. Bernard, trahison, cargaison, pardonne-moi Léo. Chaque syllabe était un coup de marteau frappant le silence qui était installé dans sa tête. Le bruit des vagues, le cri des mouettes, le sifflement du vent, tout ça, était évanoui, remplacé par le tumulte assourdissant de son propre sang pulsant à ses tempes. Il était seul, debout sur cette plage infinie, tenant dans sa main non pas un simple message, mais le spectre de son père, une vérité qui avait traversé 11 ans d'abysse pour venir échouer à ses pieds. La bouteille soudainement pesait le poids d'un cercueil. Un vertige violent le saisit, l'obligeant à poser un genou dans le sable humide pour ne pas s'effondrer. Ses doigts se crispèrent sur le papier fragile, craignant à la fois de le déchirer et de le laisser s'envoler. La version officielle, celle d'un accident tragique, d'une imprudence, face à la fureur de la nature, était fissurée en un instant. Cette histoire simple et douloureuse, qui avait servi de fondation à sa vie de deuil, venait de voler en éclats. La trahison. Ce mot seul, suffisait à redessiner entièrement le portrait de son père. Jean-Pierre Duval N était plus seulement une victime de l'océan, mais potentiellement celle d'un homme. Et cette cargaison, quel secret pouvait-elle bien cacher pour coûter la vie à un marin expérimenté? La tempête N était peut-être qu'un décor, une complice involontaire d'un drame bien plus sombre. Puis, la dernière phrase le frappa de plein fouet, personnelle et dévastatrice. « Pardonne-moi Léo ». Ce N était plus une note impersonnelle, C était un adieu direct, une confession murmurée à travers le temps et l'eau. Le pardon pourquoi? Pour être parti en mer ce soir-là? Pour être mis en danger, ou pour quelque chose de plus grave? Un secret lié à cette trahison, à cette cargaison, qu'il avait emporté avec lui dans la tombe? La douleur familière de l'absence se mua en une angoisse nouvelle, plus aiguë, plus active. La tristesse passive qui avait coloré son existence, laissait place à une colère sourde, et à une myriade de questions qui exigeaient des réponses. 11 ans de deuil venaient de se transformer en 11 ans de mensonges. Son père ne lui demandait pas seulement pardon, il lui demandait de comprendre. Machinalement, Léo se releva, ses jambes tremblantes. Il fourra le précieux papier dans la poche de son jean, et serra la vieille bouteille contre sa poitrine, comme une relique sacrée. Il quitta la plage en chancelant,
non plus comme le jeune homme venu accomplir son rituel de deuil, mais comme un soldat quittant le champ de bataille avec une mission. Chaque pas sur le sentier qui le ramenait vers le village était lourd, incertain. Le Port-Blanc qu'il avait toujours connu, avec ses maisons de granit et son atmosphère de communauté soudée par les épreuves, lui semblait soudain hostile, un labyrinthe de secrets, où chaque visage amical pouvait cacher un complice ou un témoin silencieux. Le nom, Bernard, résonnait dans son esprit, cherchant un visage auquel se raccrocher. Le trajet jusqu'à la petite maison familiale lui parut une éternité. Le monde continuait de tourner, les touristes riaient sur le port, les pêcheurs réparaient leurs filets, mais pour Léo, le temps, était figé à l'instant où il avait lu ces quelques mots. Il se sentait porteur d'un secret dangereux, une bombe à retardement qui pouvait détruire la paix précaire de sa mère, et l'Ocala, équilibre fragile de toute la communauté. En poussant la porte de la maison, l'odeur familière de bois ciré et de café lui parut étrangement réconfortante et menaçante à la fois. Était le sanctuaire de leur deuil, un lieu qu'il était sur le point de profaner avec la vérité. Sa mère, Marie, était dans la cuisine, le dos tourné, et elle se retourna en sentant sa présence. Le visage de Marie Duval, marqué par les années et le chagrin, se figea instantanément en voyant l'expression de son fils. La pâleur de son teint, le tremblement de ses mains serrant cette vieille bouteille sale, tout en lui criait que quelque chose de gravesse était produit. « Léo ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as vu un fantôme ?» murmura-t-elle, une inquiétude maternelle immédiate perçant dans sa voix. Sans un mot, Léo posa la bouteille sur la table en bois, et sortit délicatement le morceau de papier de sa poche. Il le déplia avec une précaution infinie, ses doigts encore mal assurés, et le poussa vers elle. Le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par le tic-tac de la vieille horloge, un son qui semblait compter les secondes avant l'explosion. Les yeux de Marie parcoururent les lignes, d'abord avec confusion, puis avec une horreur grandissante. Son visage perdit toute couleur, ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son n'en sorte. Elle recula d'un pas, comme si le papier était venimeux, et secoua la tête dans un déni farouche. « Non, ce n'est pas possible. »« D'où vient cette chose ?» balbutia-t-elle, sa voix brisée. Elle ne voyait pas une piste, une chance de connaître la vérité. Elle voyait la réouverture d'une blessure qu'elle avait mis plus d'une décennie à cautériser. Elle voyait la douleur, le chaos, le danger. Pour elle, cette bouteille N était pas un cadeau de l'océan, mais une malédiction ramenée des profondeurs pour les tourmenter à nouveau. La paix, même si construite sur un mensonge, valait mieux que cette vérité potentiellement destructrice. « Jette ça, Léo. »« Je t'en supplie, » implora-t-elle, ses mains se joignant dans un geste de prière désespéré. « Jette ça à la mer. » L'enquête a été faite. Était la tempête. Ne remue pas le passé, il n'y a que de la souffrance là-dessous. Ton père est parti, rien ne le ramènera. Ces mots étaient un mélange de peur panique et d'autorité maternelle. Une tentative de protéger son fils de la quête, qu'elle voyait déjà se dessiner dans ses yeux. Elle voulait l'enfermer de nouveau dans la sécurité de la version officielle, ce récit tragique mais simple, qui leur avait permis de survivre. Mais il était trop tard. La graine du doute avait été plantée, et elle avait déjà germé dans l'esprit de Léo, transformant son chagrin en une détermination de fer. Face à la terreur de sa mère, la résolution de Léo ne fit que se renforcer. Son refus angoissé était pas celui de quelqu'un qui croit à un canular, mais celui de quelqu'un qui craint une vérité enfouie. Était la confirmation dont il avait besoin. « Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas, répondit-il, sa voix basse mais ferme. Il me demande pardon. Il me parle de trahison. Je dois savoir. » Puis, il posa la question qui brûlait sur ses lèvres, la première pièce concrète du puzzle. « Bernard. Qui est-ce Bernard ? Le connaissions-nous » Le nom, qui flottait abstraitement dans son esprit, prenait soudain une importance capitale, devenant la clé de voûte de tout le mystère. Il avait besoin d'un visage à associer à ce mot, trahison. Marie hésita, son regard fuyant vers la fenêtre qui donnait sur le port. Elle murmura le nom comme s'il lui écorchait la langue. Alain Bernard. Le président de la coopérative. Celui qui nous a tant aidés après l'accident. La révélation tomba dans la pièce avec le poids du plomb. Alain Bernard, la figure paternelle et bienveillante de Port-Blanc. L'homme qui avait prononcé un éloge funèbre poignant pour son père. Celui qui avait veillé à ce qu'elle et Léo ne manquent de rien. L'image de cet homme respectable, pilier de la communauté, se superposa au mot « trahison », créant une dissonance insupportable.
L'antagoniste de l'histoire venait de prendre un visage familier, et le danger, jusque-là abstrait, devint soudainement réel et proche. Léo resta silencieux, absorbant le choc de cette information. Sa mère S était réfugiée dans sa chambre, le laissant seul avec la bouteille, le message et ce nom. Il se tenait au milieu de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. La promesse qu'il S était faite sur la plage N était plus implicite. Elle était devenue un serment. Il regarderait derrière chaque visage amical, il sonderait chaque silence, il déterrerait chaque secret que Port-Blanc avait enseveli sous 11 ans de deuil collectif. La mère avait pris son père, mais elle venait de lui rendre une arme, la vérité, et il allait s'en servir, quel qu'en soit le prix. L'enquête de Léo Duval ne faisait que commencer. La quête de justice avait remplacé le pèlerinage du chagrin. Astérisque astérisque. Primero, CTA, astérisque astérisque. Mais ce N était que la partie émergée de l'iceberg. Si vous voulez découvrir avec moi les secrets que cache cette petite communauté bretonne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, et vous qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Pensez-vous que vous auriez eu le courage de remuer un passé si douloureux? La vérité vaut-elle toujours la peine d'être découverte, même si elle risque de tout détruire? Continuez à regarder, car l'histoire de Jean-Pierre Duval est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Port-Blanc N était pas un simple village de pêcheurs, était un organisme vivant, dont le cœur battait au rythme des marées. Ces maisons en granit, aux toits d'ardoise sombres, semblaient soudées les unes aux autres, comme pour se protéger mutuellement des assauts du vent et de l'océan. La vie était rythmée par des traditions ancestrales, des silences lourds de sens, et une solidarité forgée par les drames partagés. Chaque famille avait son histoire avec la mer, une histoire de générosité ou de deuil. L'air salin, mêlé à l'odeur âcre du gazole et du poisson frais, imprégnait chaque ruelle. Était un monde clos, où les étrangers étaient vite repérés, et où les secrets, bien que connus de tous, étaient rarement évoqués à voix haute. Cette omerta, haine, était pas malveillante, elle était une forme de survie, un pacte tacite, pour préserver la paix fragile d'une communauté constamment à la merci des éléments. 11 ans avant la découverte de Léo, cette communauté avait dû faire appel à toute sa résilience pour surmonter le choc du naufrage de l'étoile filante. La version officielle, celle d'un accident causé par une tempête d'une violence exceptionnelle, avait été acceptée par tous, presque avec soulagement. Était une explication simple, tragique, mais supportable. Elle permettait de ranger le drame dans la catégorie des fatalités inhérentes à la vie de marin. Jean-Pierre Duval devenait un héros malheureux, une victime de la fureur de l'océan, et non d'une erreur humaine ou, pire encore, d'une malveillance. Cette vérité de granit, répétée lors de la cérémonie d'hommage et gravée sur la stèle commémorative, était devenue un baume collectif, une histoire que l'on se racontait pour pouvoir continuer à prendre la mer chaque matin sans sombrer dans la paranoïa. Pour Léo Duval, cette version officielle était l'air qu'il respirait depuis l'âge de 10 ans. Sa jeunesse était figée dans l'ambre de ce deuil. Devenu un jeune homme taciturne, il avait choisi de travailler sur les quais, un choix que sa mère considérait comme une forme d'auto-punition. Chaque jour, il côtoyait les bateaux, les filets, les hommes qui avaient connu son père, vivant dans un rappel constant de son absence. Ilan était ni heureux ni malheureux, il était simplement là, un fantôme parmi les vivants, accomplissant ses tâches avec une précision mécanique. Son chagrin était plus une douleur aiguë, mais un bruit de fond, une mélancolie persistante, qui colorait chacun de ses gestes, et chacun de ses silences. Il ne cherchait pas de réponse, car il croyait connaître l'unique et terrible vérité. Marie, sa mère, était la gardienne de ce statu quo douloureux. Après la mort de Jean-Pierre, elle avait transformé leur petite maison en un sanctuaire dédié à sa mémoire. Tout y était resté à sa place, comme si elle attendait son retour. Mais cette fidélité au passé était aussi une prison. Elle vivait dans la peur constante de voir la cicatrice se rouvrir. Son amour pour Léo était immense, mais teinté d'une angoisse protectrice. Elle le voyait s'enfermer dans son chagrin et, tout en souffrant pour lui, elle craignait par-dessus tout qu'il ne cherche à en sortir en remuant les souvenirs. Pour elle, la paix, même si elle était synonyme de résignation, était le bien le plus précieux. Le monde extérieur était une menace, et la version de l'accident était le rempart qui les protégeait d'une douleur encore plus grande. Au sommet de cette pyramide sociale fragile se tenait Alain Bernard. À la cinquantaine, il était le charismatique président de la coopérative des pêcheurs, une figure paternelle pour beaucoup.
Après le drame, il avait été d'un soutien sans faille pour Marie et Léo, gérant les aspects administratifs, s'assurant qu'il ne manque de rien, prononçant un éloge funèbre qui avait tiré les larmes de toute l'assemblée. Son image publique était impeccable, celle d'un homme solide, juste et bienveillant, un pilier sur lequel toute la communauté pouvait s'appuyer. Personne n'aurait jamais osé remettre en question sa parole ou ses intentions. Sa générosité calculée avait créé un réseau de loyauté et de reconnaissance qui le rendait pratiquement intouchable, le véritable roi non couronné de Port-Blanc. Avant le drame, la relation entre Jean-Pierre Duval et Alain Bernard était citée en exemple. Ils n'étaient pas seulement des collègues, ils étaient considérés comme les meilleurs amis du monde, presque des frères. On les voyait souvent ensemble sur le port, partageant un café tôt le matin, ou une bière le soir, leur rire résonnant sur les quais. Leur partenariat était le symbole de la réussite et de la solidarité locale. L'expérience de marin de Jean-Pierre, alliée au sens des affaires de Bernard. Ils formaient un duo puissant et respecté. Cette amitié affichée rendait la disparition de Jean-Pierre encore plus tragique aux yeux de tous. L'idée même qu'une ombre ait pu exister dans leur relation était impensable, une hérésie que personne n'aurait osé formuler. Pourtant, sous le vernis de la camaraderie et de la résilience, des courants souterrains parcouraient Port-Blanc. La pêche était une activité de plus en plus difficile, et la pression économique était forte. La coopérative, sous la direction de Bernard, avait consolidé son pouvoir, contrôlant les quotas, les prix, et, de fait, la survie de nombreuses familles. Si sa gestion était officiellement saluée, quelques voix, très rares et toujours étouffées, s'inquiétaient de son influence grandissante, et de certaines de ses décisions opaques. Des rumeurs de transactions inhabituelles, de cargaisons, qui ne figuraient pas sur les registres officiels, circulaient parfois à voix basse, mais elles étaient rapidement balayées par la peur ou la loyauté. Le silence était une règle d'or pour qui voulait continuer à travailler. Ainsi, à l'été 2007, juste avant que Léo ne pose le pied sur cette plage, le village de Port-Blanc vivait sur un équilibre précaire, une paix construite sur une tragédie acceptée et des secrets bien gardés. La douleur du passé avait été soigneusement recouverte par le voile du temps et de la résignation collective. Alain Bernard régnait en maître bienveillant, Marie Duval se terrait dans son deuil protecteur, et Léo était un jeune homme, dont l'avenir semblait aussi bouché que l'horizon par tant de brume. La communauté entière avait refermé la plaie de 1996, la croyant définitivement cicatrisée. Ils ignoraient tous qu'un simple objet, une bouteille érodée par le sel, était sur le point de tout arracher et de libérer les fantômes qu'ils avaient mis tant d'efforts à ensevelir. Dans les semaines qui précédèrent la nuit fatidique du 12 octobre 1996, Jean-Pierre Duval N. était plus tout à fait le même homme. Extérieurement, il conservait son allure de marin solide, le regard franc et le rire facile, une figure respectée sur les quais de Port-Blanc. Mais pour ceux qui le connaissaient intimement, comme sa femme Marie, une ombre grandissante semblait être accrochée à lui. Il devenait plus silencieux, son regard se perdant souvent vers l'horizon, non pas avec l'anticipation du pêcheur, mais avec une sorte d'appréhension lasse. Il y avait des nuits où il rentrait tard, l'odeur du sel mêlée à une tension palpable, une fatigue qui, était pas seulement physique. Il parlait moins de son travail, évitait les questions sur ses sorties avec Alain Bernard, se réfugiant derrière des réponses vagues. Quelque chose le rongeait de l'intérieur, un conflit secret qui creusait des sillons sur son visage buriné, par le vent et le soleil. La maison des Duval, autrefois un havre de paix et de rire, commençait à ressentir ces secousses sismiques. Pour le petit Léo, âgé de 10 ans, son père restait ce héros capable de dompter l'océan. Il chérissait les moments où Jean-Pierre le prenait sur ses genoux pour lui raconter des histoires de créatures marines et de trésors engloutis. Mais même à cet âge, il percevait les fissures dans l'harmonie familiale. Il se souvient de conversations étouffées entre ses parents, une fois qu'il le croyait endormi. Des mots comme risque, trop loin, arrêtez, flottaient dans le couloir, prononcés par sa mère d'une voix suppliante, auxquels son père répondait par des murmures fatigués et résignés. Ces fragments de dialogue, incompréhensibles à l'époque, étaient les premiers signes avant-coureurs d'un drame que personne ne voulait voir venir. Pendant ce temps, Alain Bernard consolidait son emprise sur Port-Blanc avec une habileté redoutable. Sa générosité était jamais gratuite. Était un investissement. Il avançait de l'argent à un pêcheur dont le moteur était en panne, offrait un emploi à la coopérative au fils d'un autre, réglait les dettes d'une famille en difficulté. En retour, il n'exigeait rien, du busset.
la quête de Léo commença dans le silence oppressant de la maison familiale. Sa mairesse était réfugiée dans sa chambre, laissant derrière elle un vide empli de peur et de déni. Sur la table de la cuisine, la vieille bouteille et le message fragile semblaient irréels, des artefacts d'un autre monde venus briser la routine de leur deuil. La réaction de sa mère, loin de le dissuader, avait cimenté sa résolution. Sa terreur, n'était pas celle d'une femme confrontée à un canular, mais celle d'une personne qui craignait la résurgence d'une vérité enfouie. Léo comprit qu'il ne pouvait plus se contenter de ce message cryptique. Il lui fallait des preuves, des faits, quelque chose de tangible pour combattre le récit officiel qui avait emprisonné leur vie pendant 11 ans. La maison, jadis un sanctuaire de souvenirs, se transforma sous ses yeux en un champ de fouilles potentielles, et il ressentit une culpabilité sourde à l'idée de profaner cette paix si chèrement entretenue. Sa première impulsion le guida vers le grenier, là où étaient entreposées les affaires de son père dans une vieille malle de marine. En soulevant le lourd couvercle en bois, une odeur de naphtaline et de temps révolu lui monta aux narines, ravivant une vague de souvenirs poignants. Il plongea ses mains dans le passé, sortant avec une précaution religieuse les cirés raidis par le sel, les pulls en laine rêche, une paire de bottes encore maculées de boue séchée. Chaque objet était une relique, le fragment d'un homme qu'il avait idolâtré. Mais aujourd'hui, il ne cherchait plus le héros, le père aimant. Il cherchait un homme avec des secrets, un homme, peut-être effrayé, peut-être complice. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, transformant ce pèlerinage intime en une véritable investigation. Il était plus seulement le fils en deuil, il était le premier et unique enquêteur sur la mort de Jean-Pierre Duval. Pourtant, après une heure de recherches infructueuses, le doute commença à s'insinuer. La malle ne contenait que des souvenirs sans importance, des magazines de pêche, des factures pour du matériel, de vieilles photographies de famille. Un sentiment de désespoir menaça de l'engloutir. Et si sa mère avait raison, s'il s'acharnait sur une chimère, une fantaisie née d'un hasard cruel? Le poids de sa nouvelle obsession lui parut soudain écrasant, presque ridicule. Assis sur le plancher poussiéreux, le silence du grenier était assourdissant, amplifiant le fossé entre son intime conviction et l'absence totale de preuves. Le silence de la communauté, la peur de sa mère, tout cela formait une barrière de déni collectif. Peut-être que certaines vérités étaient comme des épaves, mieux valait les laisser reposer au fond de l'océan pour ne pas perturber la surface. Alors qu'il s'apprêtait à refermer la malle et à abandonner, sa main effleura une irrégularité sur le plancher, juste sous l'endroit où reposait la malle. Était une lame de parquet, qui semblait légèrement surélevée. Poussé par une dernière intuition, un instinct de survie de sa quête, il se saisit d'un vieux couteau à huître, qui traînait dans une boîte à outils. Avec une tension extrême, il fit levier. La lame céda dans un faible craquement, révélant une petite cavité sombre. Son cœur s'emballa. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans une toile cirée pour le protéger de l'humidité, se trouvait un petit carnet à la couverture noire. Ce n'était pas le journal de bord officiel de Étoile filante, celui qui avait été déclaré perdu avec le navire. Était un carnet personnel, un objet que son père avait délibérément caché. L'acte même de dissimulation était un message plus puissant que tous les mots. Avec des doigts que émotion rendait malhabile, Léo ouvrit le carnet. Les premières pages étaient banales, remplies de écriture appliquée de son père. Des notes sur la météo, les meilleurs coins de pêche, l'entretien du moteur, des listes de matériel. Rien que de très normal pour un marin consciencieux. Mais, en avançant dans le temps, à l'approche du mois d'octobre 1996, le ton changea radicalement. Écriture devint plus hâtive, presque fébrile, comme si elle était tracée dans l'urgence ou la peur. Il y découvrit des dates qui ne correspondaient à aucune sortie de pêche déclarée, accompagnées d'annotations codées, des lettres isolées, des séries de chiffres qui ne semblaient rien vouloir dire, et des étranges symboles dessinés en marge. Était le journal secret d'un homme qui sentait le danger se rapprocher, une chronique de sa propre angoisse. Les yeux de Léo balayaient les pages, cherchant un indice, une clé de déchiffrage. C'est alors que le nom, Bernard, lui sauta aux yeux. Il apparaissait à plusieurs reprises, jamais de manière anodine. Parfois il était entouré d'un cercle rageur. D'autres fois, il était suivi d'un point d'interrogation, ou juxtaposé à des sommes d'argent qui dépassaient de loin le cadre d'une simple transaction amicale. Puis, il tomba sur l'entrée qui fit basculer toutes ses certitudes. Datée du 5 octobre 1996,
Une semaine seulement avant la tempête, une phrase lapidaire mais explicite, cargaison B dernier voyage. Trop dangereux. Dois arrêter. Le mot cargaison, ce même mot trouvé dans la bouteille, était désormais directement lié au nom de Bernard, et à un sentiment de péril imminent. Le soupçon abstrait venait de se transformer en une chronologie concrète de la peur. Cette découverte le bouleversa profondément. Il ne s'agissait plus de l'histoire d'un père valeureux, victime de la fureur des éléments. Il s'agissait de l'histoire d'un homme piégé, conscient être engagé dans une voie sans issue et qui savait sa vie menacée. Léo ressentit une connexion douloureuse et nouvelle avec ce père qu'il n'avait finalement pas connu. Il pouvait presque sentir sa main trembler en écrivant ces mots, la peur qu'il n'avait que ce père étreignait dans la solitude de sa cabine ou de son bureau. Ce carnet N était pas seulement une pièce à conviction. C était un testament, une dernière conversation à travers le temps. Le pardonne-moi Léo, du message dans la bouteille, prit alors une signification nouvelle et dévastatrice. Jean-Pierre ne demandait pas pardon être mort, mais pour la vie secrète qu'il avait menée, et le danger dont il n'avait su se protéger. Tenant le carnet dans ses mains, Léo sut qu'il avait atteint les limites de ce qu'il pouvait accomplir seul. Les entrées codées, les références financières, la nature de cette cargaison mystérieuse, tout cela dépassait ses compétences. Et surtout, il savait qu'il ne pouvait pas affronter Alain Bernard, l'homme le plus puissant et le plus respecté de Port-Blanc, avec pour seules armes un message illisible et un carnet secret. Ce serait sa parole contre celle d'un notable intouchable. Il avait besoin d'un allié, d'une personne extérieure à ce cercle de silence et de peur, quelqu'un qui pourrait analyser ses preuves avec la rigueur et l'autorité de la loi. Était un risque immense. En allant à la gendarmerie, il allait officiellement briser la paix du village. Mais il n'avait plus le choix. La quête venait de devenir bien plus réelle, et infiniment plus dangereuse. Astérisque. Et tumic a formascadorigiem, CTA. Astérisque. Ce qu'il découvrirait ensuite dans les archives officielles, allait changer toutes les règles du jeu. Le lendemain matin, Léo se présenta à la gendarmerie de Port-Blanc, un petit bâtiment en pierre aussi austère que le reste du village. Il serrait contre sa poitrine un sac en toile contenant le carnet noir et la bouteille, ses deux seules armes contre 11 années de silence. En poussant la porte, il eut l'impression de commettre une trahison, non pas envers son père, mais envers la communauté tout entière. Il brisait le pacte tacite, qui avait permis à tous de survivre au drame. L'air à l'intérieur était imprégné d'une odeur de café et de papier, un contraste saisissant avec la violence des secrets qu'il transportait. Chaque pas sur le carrelage froid résonnait comme un coup de marteau, annonçant la fin d'une ère de paix illusoire. Il se sentait à la fois terrifié et investi d'une mission sacrée, le messager d'un mort qui refusait de se taire. La décision était prise, il n'y aurait pas de retour en arrière. Derrière le comptoir se tenait une jeune femme en uniforme dont le visage lui était inconnu. Était le lieutenant Sophie Moreau, une gendarme d'une trentaine d'années, mutée récemment de la ville pour fuir un drame personnel, et trouver une tranquillité qu'elle imaginait en Bretagne. Son regard, vif et analytique, se posa sur Léo. Elle vit un jeune homme à l'allure tourmentée, les traits tirés par le manque de sommeil, agrippé à son sac, comme à une bouée de sauvetage. Son premier réflexe fut celui d'une professionnelle habituée aux détresses locales, une dispute de voisinage, un vol sans importance, ou, comme souvent, un chagrin trop lourd à porter seul. Elle écouta d'une oreille polie mais déjà lasse, s'attendant à une histoire familière, celle d'un fils qui n'arrivait pas à faire le deuil de ce père emporté par la mer, une histoire que tout le monde connaissait par cœur à Port-Blanc. Léo, la gorge nouée, déballa son récit avec une urgence fébrile. Il posa la bouteille sur le comptoir, puis le message fragile, expliquant les circonstances de sa découverte. Il parla de son pèlerinage annuel, de cet éclat de verre dans le sable, de la certitude irrationnelle qui l'avait poussé à l'ouvrir. Il vit le scepticisme dans les yeux de Sophie Moreau, un mélange de pitié et de professionnalisme distant. Elle examina les objets avec soin, notant L, érosion avancée du verre, L, état du papier, la pâleur de l'encre. C, était une curiosité, une coïncidence troublante, mais rien qui ne puisse constituer le début d'une enquête. Pour elle, C, était l'histoire d'un jeune homme qui projetait son chagrin sur un morceau de hasard, une tentative désespérée de donner un sens à une tragédie qui n'en avait pas. Elle s'apprêtait à clore la conversation avec quelques mots de compassion. Sentant qu'il la perdait, Léo sortit alors le carnet noir de son sac. « Ceci n'est pas un hasard, » dit-il d'une voix ferme. Il raconta comment il l'avait trouvé. Dissimulé sous une lame de parquet dans le grenier,
un acte délibéré de la part de son père. Il ouvrit le carnet aux dernières pages, celles où l'Essixkelo lit, écriture devenait erratique, presque paniquée. Il lui montra les dates qui ne correspondaient à aucune sortie de pêche officielle, les sommes d'argent inexplicables, et surtout, cette phrase fatidique. Cargaison B. Dernier voyage. Trop dangereux. Le nom de Bernard, entouré d'un cercle rageur, semblait vibrer sur la page. À cet instant, le regard de Sophie Moreau changea. Ce N était plus le délire d'un fils éploré. C était une preuve matérielle, une pièce à conviction, qui contredisait frontalement la version officielle du naufrage. Le doute venait de s'installer. Le carnet était le élément qui faisait tout basculer. Pour Sophie, une enquêtrice fraîchement arrivée et dépourvue de lien avec la population locale, ce N était pas seulement un journal intime. C était une anomalie tangible, dans un dossier classé depuis plus d'une décennie. La dissimulation même du carnet était un indice puissant, suggérant que Jean-Pierre Duval avait conscience de détenir des informations dangereuses. LN était pas liée par l'omerta de Port-Blanc, ni par le respect quasi-religieux envers Alain Bernard. Elle voyait une affaire non résolue, une possible injustice. Avec une prudence nouvelle, elle informa Léo qu'elle allait consulter les archives. Ne vous faites pas de fausses idées, Duval. Pour l'instant, ce ne sont que des coïncidences. Mais je vais vérifier. Sa voix était neutre, mais sa décision de rouvrir le dossier était prise. La quête de Léo avait trouvé son allié. Dans les archives poussiéreuses de la gendarmerie, Sophie exhuma le dossier volumineux du naufrage de L, étoile filante. Le rapport final, daté de décembre 1996, était un modèle de simplicité administrative. Il concluait à un accident tragique dû à des conditions météorologiques d'une violence exceptionnelle, écartant toute autre hypothèse. Le dossier contenait les dépositions des témoins, les rapports des gardes-côtes, et une transcription particulièrement émouvante de l'L, éloge funèbre, prononcé par Alain Bernard. Il y décrivait Jean-Pierre comme son frère, un marin hors pair, mais peut-être un peu trop téméraire, une victime de sa passion pour la mer. Tout était parfaitement cohérent, propre, scellé par le poids de la tragédie. La version officielle était une forteresse de certitude, conçue pour apaiser les esprits, et refermer la plaie au plus vite. Pourtant, en épluchant les annexes techniques, Sophie fut intriguée par le rapport d'expertise des débris de la coque. L'expert maritime avait conclu que les dommages étaient majoritairement compatibles avec des chocs répétés contre des rochers. Cependant, une note de bas de page, presque anodine, attira son attention. Elle faisait référence à une photographie, classée, pièce 4B, montrant une large entaille sur le flanc tribord du chalutier. Le commentaire de l'expert était laconique. Impact de nature atypique, ne correspondant pas à un profil rocheux. Probablement un contact avec un gros débris flottant durant la tempête. À l'époque, cette anomalie avait été jugée non pertinente face à la fureur évidente des éléments. Mais aujourd'hui, à la lumière du message parlant de trahison, cette entaille prenait une toute autre signification. Sophie plaça la photographie 4B, à côté de la carte des courants marins de la nuit du drame. Elle passa des heures à reconstituer la trajectoire probable du bateau dans la tempête, en fonction du vent et de la houle. Quelque chose clochait. Pour que le bateau ait subi ce type d'impact à cet endroit précis, il aurait fallu qu'il dérive d'une manière qui semblait contredire les données météorologiques. L'hypothèse d'un gros débris flottant paraissait de moins en moins plausible. Et si l'impact N était pas accidentel? Et si ce N n'était pas un débris, mais un autre navire? Cette entaille atypique, le carnet secret de Jean-Pierre, le message dans la bouteille. Les pièces isolées du puzzle commençaient à s'emboîter. La forteresse de la version officielle venait de révéler sa première, et sa plus profonde, fissure. Forte de cette anomalie matérielle, le lieutenant Moreau convoqua de nouveau Léo à la gendarmerie. Mais cette fois-ci, l'atmosphère avait changé. Le scepticisme avait laissé place à une concentration intense. Sur son bureau, elle avait étalé les photographies des débris, la carte des courants, et une copie des pages les plus troublantes du carnet de Jean-Pierre. « Votre père n'était pas seul cette nuit-là, Léo, déclara-t-elle, sa voix tranchante coupant le silence. Cette entaille, ce n'est pas un rocher. C'est un abordage. Quelqu'un a percuté son bateau. La tempête n'a peut-être été qu'une arme, ou une couverture parfaite pour un meurtre. Pour Léo, ces mots furent à la fois une validation terrifiante, et un soulagement immense. Il était plus fou. La vérité,
aussi monstrueuse soit-elle, commençait enfin à émerger des profondeurs de l'océan et du déni collectif qui avait empoisonné sa vie. Ils passèrent des heures penchés sur le carnet noir. Une alliance improbable entre le fils endeuillé et la gendarme méthodique. Léo apportait le contexte humain, reconnaissant des noms, des lieux, des habitudes de son père, tandis que Sophie appliquait une logique d'enquêtrice, cherchant des schémas, des répétitions, des failles. Les codes restaient un mystère, mais ils parvinrent à établir une chronologie précise des sorties secrètes de Jean-Pierre. Elles coïncidaient systématiquement avec des nuits de nouvelle lune, ou de mauvais temps, des moments parfaits, pour des opérations discrètes. Le nom de Yannick Le Goff, un ancien ami de son père qui avait quitté Port-Blanc précipitamment après le drame, revenait sans cesse, souvent associé à des points d'interrogation. Il devenait évident que cet homme, s'il parvenait à le retrouver, pourrait être la clé vivante de tout le mystère. Leur attention se focalisa sur la cargaison B. Qu'avoyait, était-ce? Des armes, de la drogue? Des œuvres d'art volées? Sophie consulta les archives portuaires et les registres de douane de l'année 1996, cherchant la moindre trace d'une marchandise inhabituelle, transitant par Port-Blanc. Sans surprise, les registres officiels étaient impeccables. La coopérative d'Alain Bernard affichait une activité parfaitement légale, principalement axée sur les produits de la mer. Cette absence de preuve était, en soi, une preuve. La cargaison était si précieuse ou si illégale, qu'elle ne pouvait laisser aucune trace administrative. Elle devait être transportée en dehors de tout circuit officiel, en utilisant les chalutiers comme des mules des mers, sous le couvert de la nuit et de la routine de la pêche. Le réseau de Bernard était plus sophistiqué et mieux protégé qu'il ne l'avait imaginé. Étape suivante était de suivre la piste de l'argent. Les sommes mentionnées dans le carnet de Jean-Pierre étaient bien trop importantes pour de simples primes de pêche. Avec une prudence extrême, Sophie utilisa ses accès pour lancer une requête discrète sur les mouvements financiers de la coopérative et les comptes personnels d'Alain Bernard en 1996. Était une manœuvre risquée, qui pouvait alerter sa hiérarchie et, par extension, Bernard lui-même. Elle savait qu'en touchant à la fortune de l'homme le plus influent de la région, elle franchissait une ligne rouge. L'enquête ne portait plus seulement sur un homicide vieux de 11 ans, mais potentiellement sur un réseau de blanchiment d'argent et de contrebande qui pouvait encore être actif. Les enjeux venaient de monter d'un cran, transformant une vieille affaire classée en une menace bien réelle et actuelle. Pendant que Sophie se plongeait dans les méandres financiers, Léo se chargeait de la piste humaine. Il commença à poser des questions sur Yannick Le Goff auprès des plus anciens marins du port. Il se heurta à un mur de silence. Le nom de Yannick semblait provoquer un malaise immédiat. Les regards se détournaient, les conversations s'arrêtaient brusquement. Certains prétendaient ne plus se souvenir de lui, d'autres changeaient de sujet, avec une hâte suspecte. Cette omerta, cette peur collective, était la confirmation que Yannick en savait trop. Il n'avait pas simplement déménagé, il avait fui. Léo comprit que la loyauté des habitants envers Alain Bernard, mêlée à la crainte de ce qu'il pourrait déterrer, formait une forteresse bien plus difficile à percer que n'importe quel dossier administratif. Il était seul, face à toute sa communauté. La confirmation du danger ne tarda pas à venir. Un après-midi, Sophie reçut un appel de son supérieur hiérarchique de la préfecture. Le ton était faussement amical, presque paternaliste. Il lui suggérait de laisser tomber cette vieille histoire sans intérêt, qui agitait inutilement la population locale. Il lui conseilla de se concentrer sur des affaires plus pertinentes pour sa carrière. L'avertissement était clair, à peine voilé. L'influence d'Alain Bernard ne se limitait pas au quai de Port-Blanc. Elle étendait jusqu'au couloir de l'administration. Sophie réalisa qu'elle ne luttait pas seulement contre un notable de province, mais contre un système de protection bien ancré. Loin de la décourager, cette tentative d'intimidation renforça sa détermination. L'affaire devenait personnelle. Pour Léo, la pression se manifestait de manière plus directe, plus insidieuse. Son isolement s'intensifia. Les regards amicaux sur le port se firent rares, remplacés par des murmures hostiles dans son dos. On le traitait comme un paria, celui qui venait profaner la tombe d'un héros pour satisfaire une obsession morbide. Sa propre mère, terrorisée par les rumeurs qui commençaient à circuler, le suppliait chaque jour d'arrêter. « Tu vas tout détruire, Léo. Notre paix, nos souvenirs. Ils vont te faire du mal, » pleurait-elle. Il se sentait pris au piège entre le devoir de vérité envers son père, et la douleur qu'il infligeait à sa mère, la seule famille qui lui restait.
La quête de justice avait un coût humain terrible, et il commençait à se demander s'il aurait la force de le payer. Malgré les obstacles, les recherches de Sophie finirent par payer. En croisant les registres de l'EA, état civil et les anciens fichiers de la marine marchande, elle parvint à localiser Yannick Le Goff. Il vivait sous son vrai nom dans un petit port de la Manche, à plusieurs centaines de kilomètres de la Bretagne. Il avait refait sa vie, travaillant comme simple ouvrier dans un chantier naval, loin des bateaux de pêche et des fantômes de son passé. L'homme qui avait été le plus proche ami de Jean-Pierre, après Bernard, avait choisi une existence anonyme, presque recluse. Ce choix de vie était un aveu en soi. Il était l'homme qui, était enfui, le témoin silencieux qui avait préféré l'exil à la confrontation. Pour Léo et Sophie, ce voyage pour le retrouver devenait la mission la plus cruciale de leur enquête. La veille de leur départ prévu pour la Manche, la menace devint physique. En sortant de chez lui au petit matin, Léo découvrit les 4 pneus de sa vieille voiture crevés, les flancs lacérés avec une violence rageuse. Il n'y avait pas de message, pas de revendication, juste cet acte de vandalisme brutal qui criait son intention. Était un avertissement clair et sans équivoque. Nous savons ce que vous faites. Arrêtez-vous. Alain Bernard ou ses hommes de main ne se contentaient plus de pression psychologique ou d'appels téléphoniques. Ils étaient passés à l'intimidation physique. Le passé N était plus une simple histoire à reconstituer. Il était une bête vivante et dangereuse, qui venait de montrer les crocs. Le danger N était plus une hypothèse. Il était là, concret, sur le pas de sa porte. Cet acte de violence, loin de les briser, souda Léo et Sophie dans une détermination commune. Ils comprenaient désormais que le réseau de Bernard était non seulement toujours actif, mais qu'il était prêt à tout pour protéger ses secrets. Le meurtre de Jean-Pierre Duval N était pas un acte isolé, mais la pierre angulaire d'une entreprise criminelle, qui avait prospéré pendant plus d'une décennie dans l'ombre de la respectabilité. Le silence de Port-Blanc N était pas seulement dû à la peur, mais aussi à la complicité, passive ou active, de certains de ses habitants. La cargaison N était pas qu'un simple colis de contrebande, était le fondement d'un pouvoir qui avait corrompu toute la région. L'enquête avait définitivement changé d'échelle. Sans se laisser intimider, Sophie loua une voiture de service. Le lendemain, à l'aube, ils prirent la route, laissant derrière eux Port-Blanc et son atmosphère étouffante. Le trajet se fit en grande partie en silence, chacun perdu dans ses pensées. Léo regardait défiler le paysage breton, se demandant quel homme il allait trouver au bout du chemin. Un traître rongé par la culpabilité, un lâche terrifié, ou un complice qui tenterait de les égarer. Il n'y avait aucune certitude, sauf la conversation qu'est. Le voyage vers le port de la Manche où était réfugié Yannick Le Goff s'est déroulé dans une tension quasi palpable. Pour Léo, chaque kilomètre parcouru le rapprochait d'une vérité qu'il désirait autant qu'il la redoutait. Le paysage verdoyant de la Normandie, si différent de la côte granitique et sauvage de sa Bretagne natale, semblait appartenir à un autre monde, un monde où les secrets pouvaient peut-être mourir de leur belle mort. Mais il savait que les fantômes n'avaient pas de frontières. Ils arrivèrent dans une petite ville portuaire endormie, où les chalutiers semblaient plus petits, moins fiers, qu'à Port-Blanc. Ils trouvèrent l'adresse de Yannick, une modeste maison de briques rouges, dans une rue étroite. En sortant de la voiture, Léo sentit son cœur battre à se rompre. Derrière cette porte se tenait l'homme qui avait vu son père vivant pour la dernière fois, le gardien silencieux des réponses qu'il cherchait depuis 11 ans. Lorsque Sophie Moreau frappa à la porte, le son résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la rue. Après un long moment, la porte s'entr'ouvrit, révélant un homme qui, était que l'ombre de lui-même. Yannick Le Goff, autrefois un marin robuste au rire sonore, était plus qu'une silhouette voûtée, le visage creusé par des décennies de culpabilité et de peur. Ses yeux écarquillèrent d'horreur en reconnaissant le visage de Léo, devenu homme, mais portant toujours les traits de son père. Son premier réflexe fut celui de la fuite. Il tenta de refermer la porte brutalement, un grognement de panique échappant de sa gorge. Mais Sophie, anticipant sa réaction, bloqua la porte avec son pied, et présenta sa carte de gendarme. « Monsieur Le Goff, nous devons vous parler. Il s'agit de Jean-Pierre Duval. » Le nom, prononcé à voix haute, sembla briser la dernière once de résistance de l'homme. L'intérieur de la maison était aussi négligé que son propriétaire. Le voyage vers le port de la Manche où était réfugié Yannick Le Goff s'est déroulé dans une tension quasi palpable. Pour Léo,
chaque kilomètre parcouru le rapprochait d'une vérité qu'il désirait autant qu'il la redoutait. Le paysage verdoyant de la Normandie, si différent de la côte granitique et sauvage de sa Bretagne natale, semblait appartenir à un autre monde, un monde où les secrets pouvaient peut-être mourir de leur belle mort. Mais il savait que les fantômes n'avaient pas de frontières. Ils arrivèrent dans une petite ville portuaire endormie, où les chalutiers semblaient plus petits, moins fiers, qu'à Port-Blanc. Ils trouvèrent l'adresse de Yannick, une modeste maison de briques rouges dans une rue étroite. En sortant de la voiture, Léo sentit son cœur battre à se rompre. Derrière cette porte se tenait l'homme qui avait vu son père vivant pour la dernière fois, le gardien silencieux des réponses qu'il cherchait depuis 11 ans. Lorsque Sophie Moreau frappa à la porte, le son résonna comme un coup de tonnerre dans le silence de la rue. Après un long moment, la porte s'entr'ouvrit, révélant un homme qui, était que l'ombre de lui-même. Yannick Le Goff, autrefois un marin robuste au rire sonore, était plus qu'une silhouette voûtée, le visage creusé par des décennies de culpabilité et de peur. Ses yeux écarquillèrent d'horreur en reconnaissant le visage de Léo, devenu homme, mais portant toujours les traits de son père. Son premier réflexe fut celui de la fuite. Il tenta de refermer la porte brutalement, un grognement de panique échappant de sa gorge. Mais Sophie, anticipant sa réaction, bloqua la porte avec son pied, et présenta sa carte de gendarme. « Monsieur Le Goff, nous devons vous parler. » Il s'agit de Jean-Pierre Duval. Le nom, prononcé à voix haute, sembla briser la dernière once de résistance de l'homme. L'intérieur de la maison était aussi négligé que son propriétaire. Une odeur de poussière, de tabac froid et d'alcool ranci flottait dans l'air confiné. Des bouteilles vides jonchaient le sol près d'un fauteuil usé, et la faible lumière qui filtrait à travers les rideaux sales, dessinait des formes fantomatiques sur les murs nus. Yannick les laissa entrer, puis s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes, le regard fuyant. Sophie prit place en face de lui, posant calmement son dossier sur la table basse. Elle commença par lui présenter les preuves qu'ils avaient rassemblées. La bouteille, une photographie du message, des copies des pages du carnet de Jean-Pierre. Elle exposa les faits froidement, méthodiquement, créant une toile d'araignée de certitude autour de lui. Elle ne l'accusait pas, elle lui montrait simplement qu'il savait déjà, que le mensonge était plus une option viable. Chaque pièce à conviction posée sur la table était un coup de marteau sur le mur de son silence. Yannick tenta de nier, sa voix un murmure rauque. Il affirma qu'il avait quitté Port-Blanc pour des raisons personnelles, qu'il ne se souvenait de rien de précis concernant cette nuit-là. Celle-ci était une tempête terrible, la pire que j'ai jamais vue. On perd la tête dans ces moments-là, balbutia-t-il, ses yeux fuyant de Léo à Sophie. Mais son corps le trahissait. Une sueur froide perlait sur son front, ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. Il se raclait la gorge, essayant de trouver une contenance qu'il avait abandonnée depuis longtemps. Ses dénégations sonnaient faux, comme une vieille chanson dont il avait oublié les paroles. Il était un naufragé s'accrochant à l'épave de la version officielle, mais les vagues de la vérité étaient trop fortes, et il sentait qu'il allait être submergé. La peur qui émanait de lui était plus celle d'un témoin, mais celle d'un complice. C'est alors que Léo intervint. Sa voix était basse, chargée d'une émotion contenue qui rendait ses mots encore plus percutants. Il contourna la table et s'agenouilla presque devant Yannick, le forçant à le regarder dans les yeux. « Yannick, mon père vous considérait comme un ami. Il vous faisait confiance. » Il sortit de sa poche le message original, le papier fragile et jauni, et le déplia délicatement. Il a écrit ça. « Pardonne-moi, Léo. Je dois savoir pourquoi il demandait pardon. Ce était pas pour la tempête. Vous le savez. Dites-moi ce qu'il a fait. Dites-moi ce qu'on lui a fait. » Le contact direct, l'appel à l'ancienne amitié, la vulnérabilité de Léo, tout cela brisa la carapace, de peur que Yannick avait mis 11 ans à construire. Il n'y avait plus de gendarmes, plus d'enquête, seulement le fils d'un ami mort, qui demandait justice. Un sanglot étranglé secoua les épaules de Yannick. Le barrage céda. Les larmes, retenues pendant une décennie, coulèrent sur ses joues creuses. Il n'a rien fait. C'est ça le problème, murmura-t-il entre deux hoquets. Il voulait juste arrêter. Le premier aveu était sorti, irrévocable. Il raconta alors, d'une voix brisée, la vérité sur la coopérative d'Alain Bernard. Ce était qu'une façade. Depuis des années, Bernard utilisait les chalutiers de Port-Blanc pour un trafic international d'antiquités volées, des pièces d'une valeur inestimable récupérées sur des épaves en eau profonde ou acheminées depuis l'étranger. Jean-Pierre comme d'autres, avait été piégé,
attiré par l'argent facile au début, puis maintenu par la peur. La fameuse cargaison B était un lot de statuettes romaines en bronze, une fortune qui devait être leur dernier et plus gros coup. Sa voix se fit plus lointaine, comme s'il revivait la scène. La nuit du 12 octobre 1996, la tempête N était pas une surprise, elle était une couverture. 2 bateaux étaient sortis, elle, Étoile filante de Jean-Pierre, et le Poséidon, le puissant chalutier de Bernard, sur lequel se trouvait Yannick. En pleine mer, au milieu des vagues démentielles qui menaçaient de les engloutir à chaque instant, la rencontre avait eu lieu. Jean-Pierre avait contacté Bernard par radio. Il était terrifié, non pas par la mer qu'il connaissait si bien, mais par la direction que prenait leur association. Il avait annoncé qu'il arrêtait, que était son dernier voyage et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de ce trafic. Il menaçait de tout révéler s'il était inquiété. Le vent hurlait couvrant presque ses paroles, mais sa détermination était claire, glaciale. Yannick décrivit le visage de Bernard à ce moment-là, éclairé par la lueur verdâtre des instruments de navigation. Son masque de bienveillance était tombé, révélant un prédateur au sang-froid. Il n'y avait eu aucune colère, aucune négociation. Juste une décision silencieuse et terrible. Bernard avait coupé la radio, était tourné vers son homme de bar, et avait prononcé un seul mot, maintenant. Yannick entendait encore le rugissement du moteur du Poséidon poussé à pleine puissance, un son contre nature au milieu du chaos de la tempête. Puis il y eut le choc. Un craquement effroyable, un bruit de bois qui se brise, de structures qui cèdent, un cri qui, était ni humain ni animal, mais celui d'un bateau qu'on éventre. Le Poséidon avait délibérément percuté le flanc de Étoile filante, avec la violence d'un coup de bélier. Le chalutier de Jean-Pierre, mortellement blessé, a commencé à sombrer presque immédiatement, sa coque déchirée, les vagues s'engouffrant dans la plaie béante. Yannick se souvint avoir vu la silhouette de Jean-Pierre projetée à travers la cabine, visible un instant dans la lueur d'un éclair. Il était vivant mais son bateau était perdu. Bernard n'attendit pas. Il ordonna de faire demi-tour et de éloigner, abandonnant Jean-Pierre à son sort, le condamnant à une mort certaine, dans les eaux glaciales et déchaînées. Personne ne survivra à ça. La mer s'occupera de tout, avait dit Bernard, sa voix calme et définitive. L'image de son ami, seul, à la dérive sur son bateau mourant, était gravée au fer rouge dans la mémoire de Yannick. Était cette image qui le réveillait en hurlant chaque nuit depuis 11 ans. Léo écoutait, le corps raidi par la douleur et la haine. Le récit de Yannick donnait une forme concrète et insoutenable à ses pires cauchemars. Il visualisait son père, luttant pour sa vie, abandonné par celui qu'il avait considéré comme un frère. Une rage froide et pure monta en lui, si intense qu'il eut l'impression qu'elle allait le consumer. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table, ses jointures blanchissant sous la pression. Il voulait crier, frapper, détruire quelque chose. Sophie, sentant la vague de violence qui submergeait Léo, posa fermement sa main sur son avant-bras. Un geste simple, mais qui l'ancra dans le présent, l'empêchant de basculer. Son regard disait, « Pas maintenant, nous avons besoin de tout. » Léo ferma les yeux, luttant pour contenir le monstre qui venait de naître en lui. Yannick expliqua sa propre lâcheté. Une fois revenu au port, Bernard l'avait pris à part. Il lui avait donné une enveloppe épaisse, remplie de billets, une somme qui représentait plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Était le prix de son silence. Tu n'as rien vu, Tutane, et t'es pas là. Tu prends cet argent, et tu disparais. Si tu parles, à qui que ce soit, je te jure que ce qui est arrivé à Jean-Pierre, ne sera rien à côté de ce qui t'arrivera, à toi et à ta famille. La menace était explicite, mortelle. Terrifié, brisé par la culpabilité, Yannick avait obéi. Il avait fui Port-Blanc, comme un voleur dans la nuit, laissant derrière lui sa vie, ses amis, son honneur. Il avait vécu depuis comme un fantôme, l'argent du sang ne parvenant jamais à étouffer les cris de sa conscience. Alors que son récit semblait terminé, Yannick leva des yeux rougis de larmes vers Léo et ajouta un dernier détail, le plus poignant de tous. Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne. Sa voix était à peine un souffle. Alors qu'on s'est éloigné, j'ai regardé en arrière. J'ai vu une lumière, une fusée de détresse peut-être. Et dans sa lueur je l'ai vu. Ton père. Ilienne était pas sur le bateau, mais accroché à un grand morceau de épave. Il ne criait pas. Il faisait quelque chose. Yannick marqua une pause, ravalant un sanglot. Il écrivait. Je l'ai vu, de loin. Il écrivait frénétiquement sur un papier, puis il a cherché quelque chose,
il a trouvé une bouteille qui flottait parmi les débris, il a mis le papier dedans, et l'a jeté de toutes ses forces dans les vagues. Était son dernier geste. Un défi lancé à Bernard Tekintarchier Ruinou, et à l'océan. La révélation tomba dans la pièce, avec le poids de l'éternité. Jean-Pierre N n'était pas mort, en victime passive. Il était mort en combattant. Blessé, mourant de froid, il avait utilisé ses dernières forces, non pas pour appeler à l'aide, mais pour envoyer la vérité à travers le temps, pour armer son fils. Le message N était pas une simple confession, était un acte de guerre, un dernier geste d'amour et de justice. Pour la première fois, Léo ne pleura pas de chagrin, mais de fierté. Une fierté féroce et douloureuse, qui balaya la rage. Son père ne lui avait pas seulement laissé un mystère à résoudre. Il lui avait légué une arme. La bouteille, cet objet fragile qui avait traversé les abysses, était le symbole de sa résistance ultime. La boucle était bouclée, le récit complet. La quête de vérité était terminée. Mais sur le visage de Léo, une nouvelle détermination était gravée. La quête de vengeance ne faisait que commencer. Fort de la confession enregistrée de Yannick Le Goff, le retour vers Port-Blanc fut une épreuve silencieuse et déterminée. Le poids de la vérité, brute et terrible, avait remplacé l'angoisse de l'incertitude. Sophie Moreau, désormais armée d'un témoignage direct et accablant, était plus une simple gendarme locale enquêtant sur une vieille affaire. Elle était la détentrice d'une preuve capable de faire tomber un empire. Pour Léo, chaque kilomètre le rapprochant de son village natal était un pas de plus vers la confrontation finale. La rage qu'il avait consumée lors du récit de Yannick était muée en une résolution froide, une force tranquille. Il ne retournait pas simplement chez lui, il revenait réclamer la justice que la mère lui avait promise 11 ans plus tôt, une justice pour ce père, dont il comprenait enfin le dernier sacrifice, l'ultime acte de résistance. Dès leur arrivée, Sophie Moreau a orchestré les étapes suivantes avec une efficacité redoutable. Comprenant que sa hiérarchie locale était compromise, ou, au mieux, paralysée par l'influence de Bernard, elle a court-circuité la chaîne de commandement habituelle. Utilisant des canaux sécurisés, elle a transmis l'intégralité du dossier, la confession de Yannick, les analyses du carnet, les rapports d'expertise sur la coque et la bouteille, directement au procureur de la République, et à une unité spécialisée dans le crime organisé au niveau régional. La machine judiciaire, une fois enclenchée à ce niveau, ne pouvait plus être arrêtée par des pressions locales. L'affaire du naufrage de étoile filante N, était plus une simple tragédie de village. Elle devenait officiellement une enquête pour meurtre en bande organisée, soustrayant l'affaire aux influences qui avaient garanti à Bernard son impunité pendant plus d'une décennie. L'arrestation d'Alain Bernard fut un acte théâtral, calculé pour briser son aura de respectabilité au cœur même de son royaume. Au lieu d'une interpellation discrète à son domicile, les forces spéciales, coordonnées par Sophie, sont intervenues en plein jour, sur les quais de Port-Blanc. Alors que Bernard supervisait le déchargement d'un chalutier, entouré des marins qui le craignaient et le vénéraient, les véhicules noirs ont surgi, bloquant toute issue. Face aux hommes en armes, le visage de Bernard est resté impassible, son masque de notable ne s'est fissuré que par un léger raidissement de la mâchoire. Il n'a montré ni surprise. L'arrestation d'Alain Bernard sur les quais de Port-Blanc ne fut pas seulement la fin d'une cavale de 11 ans, ce fut un séisme qui fit trembler les fondations même du village. Le silence qui suivit le départ des véhicules de gendarmerie était plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Les pêcheurs, restés immobiles, leur visage un mélange de stupeur, de déni et d'une honte confuse, regardaient le vide laissé par celui qu'ils avaient considéré comme leur protecteur, leur roi. Léo, debout à l'aile, écart, ne ressentait aucune joie triomphale. La haine qu'il avait portée était dissipée, laissant place à une immense lassitude, et au poids écrasant de la vérité. Il avait gagné. Il avait vengé son père. Mais la victoire avait le goût amer des cendres et des vies brisées, y compris la sienne. La communauté qu'il avait connue n'existait plus, et il était plus le jeune homme en deuil, mais le catalyseur de sa destruction et de sa renaissance forcée. Le procès qui s'ensuivit devint une affaire nationale, dépassant largement les frontières de la petite communauté bretonne. Les médias se délectèrent de l'histoire du notable respectable, qui était en réalité un baron du crime, un meurtrier au sang-froid. Les détails de son réseau de trafic d'antiquités volées, révélés au grand jour, stupéfièrent le pays. Des statuettes romaines, des amphores grecques, des trésors archéologiques d'une valeur inestimable, transitaient par les cales des chalutiers de Port-Blanc, sous le couvert de la pêche artisanale.
Le témoignage de Yannick Le Goff, poignant de culpabilité, fut la pièce maîtresse de l'accusation, corroborant chaque détail du carnet de Jean-Pierre. Bernard, impassible et arrogant jusqu'au bout, nia tout en bloc, mais l'épreuve était accablante. Sa chute fut aussi spectaculaire que son règne avait été discret, entraînant avec lui plusieurs complices, brisant définitivement la loi du silence. Pour Port-Blanc, la révélation fut une blessure profonde, une trahison collective. Le village se fractura en deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui se sentaient floués, qui voyaient en Léo un héros ayant lavé l'honneur de la communauté. De l'autre, les fidèles de Bernard, ceux qui refusaient de croire à la monstruosité de l'homme qui les avait aidés, qui voyaient en Léo un paria ayant détruit leur paix. L'histoire du village dut être entièrement réécrite. Jean-Pierre Duval N. était plus le marin imprudent mort par orgueil, mais un martyr, un homme qui avait tenté de s'opposer à un système corrompu et l'avait payé de sa vie. Ce nouveau récit, bien que plus juste, créa des tensions insoutenables, car reconnaître le courage de Jean-Pierre, c'était admettre la lâcheté collective, qui avait permis à son meurtrier de prospérer pendant plus d'une décennie. Quelques mois après le verdict, qui condamna Alain Bernard à la réclusion criminelle à perpétuité, Léo retourna sur la plage de Port-Blanc. Était une journée calme, le ciel d'un bleu limpide, la mer paisible. Il tenait dans sa main la vieille bouteille en verre, vide maintenant de son message, mais pleine de sens. LN était plus le réceptacle d'un secret macabre, mais le symbole de la résistance d'un père et de l'amour indéfectible qui avait traversé le temps et l'océan. En regardant l'horizon, Léo ne sentit plus le poids du deuil, ni la brûlure de la colère. Pour la première fois depuis l'enfance, la mère ne lui apparaissait plus comme une ennemie, la voleuse de son père, mais comme une messagère, une complice silencieuse, qui avait gardé son secret jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'entendre. Il ressentit une paix profonde, la fin d'un long hiver intérieur. La vérité, si longtemps redoutée par sa mère, fut finalement ce qui les libéra. Une fois le choc du procès passé, Marie Duval commença à revivre. Elle sortit de la prison de souvenirs dans laquelle elle était enfermée, rangeant les affaires de son mari non plus comme des reliques intouchables, mais comme les vestiges d'une vie bien remplie, une vie de courage. La relation entre Léo et sa mère, autrefois tendue par le non-dit et la peur, se reconstruisit sur des fondations d'honnêteté. Il pouvait enfin parler de Jean-Pierre, non pas du fantôme de la tragédie, mais de l'homme, avec ses forces et ses failles. Ils pleurèrent ensemble, non plus de chagrin, mais de fierté. Le message dans la bouteille n'avait pas seulement rendu justice à un mort, il avait rendu la vie à deux vivants, leur permettant de se retrouver et de regarder vers l'avenir. Le destin des autres protagonistes de cette histoire suivit son cours. Le lieutenant Sophie Moreau, pour avoir fait preuve d'une intégrité et d'un courage remarquables face aux pressions, fut promu et muté à la tête d'une unité d'enquête plus importante, loin de la tranquillité illusoire de Port-Blanc. Son nom devint synonyme de justice implacable. Yannick Le Goff, pour sa coopération cruciale, bénéficia d'une peine allégée. Il ne retourna jamais en Bretagne, choisissant de vivre le reste de ses jours dans l'anonymat, portant le fardeau de sa lâcheté passée, mais avec la conscience un peu plus légère d'avoir enfin dit la vérité. Il resterait à jamais une figure tragique, le témoin qui avait fui, mais aussi celui sans qui la vérité serait restée à jamais une épave au fond de l'océan. Port-Blanc entama son lent et douloureux processus de guérison. La communauté, meurtrie et divisée, dut apprendre à vivre avec sa nouvelle histoire, avec ses héros et ses monstres clairement identifiés. Sur la falaise qui surplombait le port, la stèle commémorative fut changée. La nouvelle plaque ne parlait plus d'un « accident tragique », mais rendait hommage à la mémoire de Jean-Pierre Duval, marin courageux, mort en mer le 12 octobre 1996 en défendant l'honneur de son métier. Ce simple changement de mot était le symbole d'une révolution. Le village avait appris à ses dépens que les secrets, comme une gangrène, finissent toujours par tout dévorer de l'intérieur, et que le silence, présenté comme une forme de paix, n'est souvent qu'une autre forme de complicité. Astérisque astérisque, dit Croisième, c'était à astérisque astérisque. L'histoire de Port-Blanc prouve que parfois, les secrets les plus profonds ne peuvent rester éternellement enfouis, et que même l'océan finit par rendre ce qu'on lui a confié. Mais est-ce vraiment la fin de l'histoire? Ou le début d'une autre, celle des ramifications internationales du réseau de Bernard? Si cette quête de vérité vous a touché, et que vous croyez que chaque histoire mérite d'être racontée, abonnez-vous et activez les notifications. Il y a tant d'autres mystères qui attendent,
dans les profondeurs de la mer, ou dans le cœur des hommes, et nous serons là pour les mettre en lumière. Le soir, Léo lança la bouteille vide, aussi loin qu'il le put dans les vagues. Elle flotta un instant, un point scintillant sous la lune, avant d'être emportée par le courant, retournant à son mystère, sa mission accomplie. Il ne cherchait plus de réponse dans l'horizon infini. Il avait compris la leçon la plus importante que son père lui avait laissée. Il ne s'agissait pas seulement de trahison ou de cargaison, mais de choix. Le choix de se taire ou de parler, de fuir ou de se battre. 11 ans plus tôt, son père avait fait le sien, dans le fracas de la tempête. Aujourd'hui, Léo avait fait le sien, dans le silence de la paix retrouvée. Car la mer donne, et la mer prend. Elle avait pris la vie de Jean-Pierre Duval, mais elle avait fini par rendre son honneur, sa voix, et à son fils, la chance de vivre enfin libre.